Bonjour, je m'appelle Cécile Flora Lefebvre, experte Ennéagramme, et voici mon index ABC. Voici donc un nouveau portrait, un nouveau profil. Cécile Flora, c'est un joli prénom ça, tiens. Cécile Flora Lefebvre. Bonjour Cécile Flora. Bonjour Marc. Ça va? Oui, et vous? Ouais, super. Je suis ravi qu'on puisse discuter ensemble. Je suis ravi de parler de votre expertise qui est l'énéagramme parce que, alors, j'ai l'impression qu'on dit beaucoup de choses autour de cette thématique de l'énéagramme. On dit parfois beaucoup de choses sans savoir et il y a presque une sorte de fantasme autour de l'énéagramme. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça, j'entends beaucoup de choses. Mais l'énéagramme, c'est un outil qui dépeint 9 familles de personnalités. J'ai même envie de dire 9 musiques, 9 légendes, 9 manières de communiquer, 9 manières d'être au monde. Et en fait, l'énéagramme, c'est un outil qui est tellement ancien, il y a tellement d'histoires qui sont racontées dessus. Et il faut savoir qu'on n'a pas vraiment de précision sur les origines exactes. J'allais vous demander la genèse du truc, mais Eh ben oui, en fait, il y a plein de bribes. On trouve des histoires sous Sénèque qui parlait des 9 peuplades. On entend aussi Pythagore qui en parlait, les soufis. Il y a plein de mouvements, mais il n'y a pas d'histoire précise. Et ça s'explique pour une et bonne raison, c'est qu'à la base, l'énéagramme, c'était une tradition orale, c'est-à-dire que c'était transmis par la voie orale, c'est-à-dire que c'était des sages qui découvraient comment il fonctionnait, parce que l'énéagramme est un outil de connaissance de soi. Et donc, une fois qu'il se découvrait, il le transmettait de manière orale. Et c'est que dans les années 60 qu'il y a des écrits qui sont apparus sur l'énéagramme. Mais c'est pour ça que on peut avoir des bribes, des idées d'où ça vient, mais pas de certitude. Et quand il y a des transmissions comme ça, je me pose toujours cette question entre l'original, ce qui s'est dit à l'époque, et ce qu'on en a fait aujourd'hui dans notre monde contemporain. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage monstrueux? Est-ce que c'est véritablement ce qui était dit à l'époque? En fait, il faut revenir je me suis posé la même question, et puis après je me suis dit, mais finalement, l'énéagramme, ça sert à quoi? Et on a toujours eu les mêmes problématiques, c'est mieux se comprendre, mieux communiquer, mieux interagir, et finalement, on a toujours été des animaux sociaux, on a toujours fonctionné soit en tribu, soit en groupe, soit peu importe, et on a toujours eu besoin de mieux se comprendre, pour mieux interagir, pour mieux communiquer. Donc finalement, en fait, peut-être que l'énéagramme en soi, comme il était décrit, comme il était expliqué, ça a certainement évolué, et ça, bien entendu, les petits noms qui ont été donnés ont certainement évolué au fil du temps. Mais par contre, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça permet, je pense que ça, c'est intemporel. C'est un outil qui a changé votre vie? Ah, complètement. Ouais. Alors, on va voir votre parcours de vie, parce que ça, évidemment, c'est intéressant. On va voir de quelle manière vous en arrivez là et qui vous étiez avant. Est-ce qu'il y a eu une première vie avant la période de l'énéagramme? Mais surtout, on va voir aussi la manière dont votre expertise se présente, parce que vous avez une singularité, vous avez une spécificité, c'est-à-dire que on n'a pas le sentiment qu'on va faire de l'énéagramme en se mettant face à vous, en disant « Bon, allez, vas-y, raconte-moi ma vie et raconte-moi mon profil ». C'est long, une expertise d'énéagramme. Oui, c'est très, très long. Bah, je me suis passionnée pour l'outil quand j'avais 16 ans. Ça m'est tombé dessus un petit peu par hasard. Et en fait, j'étais au lycée en Suisse et je subissais beaucoup de harcèlement moral puisque j'étais la petite française dans la classe, j'étais plus jeune que les autres, j'ai débarqué en cours d'année, ça a été très compliqué, j'avais clairement pas les codes et je vivais vraiment pas ma meilleure vie à ce moment-là. Et il s'avère que la maman de mon premier chéri se passionne pour l'énéagramme. C'est une grande entrepreneuse sur Annecy. Elle a une chaîne de restaurants. C'est vraiment une femme incroyable. Et puis, elle tombe dans la marmite de l'énéagramme et on est sur une plage un jour. Elle ouvre un bouquin et elle me lit un profil de personnalité. Puis elle me dit, ah bah tiens, je crois que toi, t'es plutôt ce profil-là. Et à ce moment-là, je sais pas comment vous dire, je sens qu'il y a comme des réponses qui arrivent, mais je suis comme envahie par. En plus, je suis au Mexique, donc au niveau de la charge, c'est quand même, pas, on n'est pas n'importe où. Et je me dis, comment elle sait ça? C'est quoi le truc? En tout cas, le profil correspondait bien à ce que vous étiez. Et là, je me dis, mais pourquoi? Comment? Et du coup, je dis, du coup, tu peux me dire, ma mère, elle est comment? Mon père est comment? Et c'est hyper pertinent. Et là, je me dis, mais comment il peut y avoir un bouquin qui liste, parce qu'à ce moment-là, j'ai 16 ans, je connais pas grand-chose à la psychologie, pas grand-chose à tous ces outils psychométriques. Et je trouve incroyable parce que ça décrit avec précision, ça met des mots sur mes mots, ça met des mots sur ce que je vis. Et puis, non seulement ça décrit ce que je vis, mais ça décrit la manière de communiquer, la manière d'être au monde, mes challenges, mes zones d'ombre, comment ça se passe quand je vais bien, les signaux d'alerte, sur à quoi je peux faire attention.
Et je me dis, mais c'est quoi ce Alors, délire? c'est fou parce que moi, j'ai rencontré des gens, effectivement, qui sont aussi experts en énéagramme. Tous me disent qu'on ne peut pas, en un claquement de doigts, déterminer un profil spécifique énéagramme avec les 9 familles dont vous avez parlé tout à l'heure. Or, là, dans le bouquin, elle sort une famille et ça vous correspond. Ben oui, parce qu'elle me connaît. Donc, en fait, elle a choisi la page qui me correspond. Elle me connaît depuis déjà très longtemps, et puis elle me dit, ah, toi, je pense que t'es tel profil. Et elle commence à le lire, et je me dis, Et il s'avère que c'était très très drôle, puisqu'en fait, ce profil-là, je trouvais que il était, comment dire, je me disais, ouais, c'est bien cool d'être comme ça, mais finalement, si elle sait tout ça sur moi, ça veut dire que j'ai plus grand-chose à cacher, quoi. Puis finalement, c'est peut-être un peu, enfin, tout de suite, j'ai vu aussi les limites d'un outil comme ça, c'est-à-dire, je me suis dit, bah, mis entre deux mains. Oui, malveillante. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, les gens malveillants, ils ont pas besoin d'outils comme ça pour être malveillants. Donc finalement, en fin de compte, j'ai toujours eu cette idée de me dire, les gens qui s'intéressent à ce genre d'outils sont souvent des gens qui ont envie de bien communiquer, de faire du bien, de contribuer, de bien se comprendre et de mieux comprendre leurs équipes, les gens. Et finalement, je me suis rassurée parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui ont des a priori en se disant, ah, mais si on maîtrise cet outil, que ce soit la PNL, que ce soit l'énéagramme, le MBTI, on peut mieux manipuler ou souvent c'est assimilé à des techniques de vente ou des moyens de manipuler. Et en fin de compte, moi, je n'ai jamais vu qui que ce soit qui est venu se former, qui est venu s'intéresser à cet outil avec une intention, une mauvaise intention. Souvent, c'est vraiment l'intention de mieux se comprendre, mieux communiquer, mieux interagir et surtout avoir des clés pour naviguer dans ce monde qui est parfois un peu compliqué et tumultueux. On a parlé hors antenne, parce qu'on a beaucoup parlé, parce que vous imaginez bien que la première question quand on rencontre une experte en énéagramme, c'est de dire « Waouh, quel est mon profil ?» Bon, vous parlez d'éthique. Il y a une éthique. Oui. On n'a pas le droit d'évoquer ou de dire « Tiens, tu dois être tel ou tel profil ». On sent qu'il y a une sorte de gêne, de retenue de l'expert. Pourquoi ? Et complètement, parce qu'en fait, quand vous venez en formation ou quand vous consultez un expert, vous venez aussi en vulnérabilité, en disant « Ok, je me pose des questions » ou alors « Je traverse une phase de vie un peu compliquée ». Et du coup, quand je vais consulter un expert, je lui donne souvent le pouvoir de « il sait » et il a une expertise. Mais sauf que moi, je vais faire qu'avec ce que vous allez me raconter, ce que je vais percevoir dans ce moment-là, sachant que ce moment, il est conditionné sur, on est à deux, on est dans un cabinet, on est sur Zoom. Déjà, ce moment, il est conditionné et il est conditionnant. Et l'histoire, c'est que si moi, je vous révèle votre profil et que j'affirme votre profil, bah, peut-être que vous allez prendre ce que je dis pour argent comptant et ça se trouve, on est passé complètement à côté de votre profil pour plein de raisons. Et aussi parce que je vais vous priver de la magnifique découverte d'aller cheminer, d'aller vous découvrir, d'aller vous poser des questions. Un bilan de personnalité, c'est une première séance où on pose des questions, on pose beaucoup de questions, on va aller poser des questions dans toutes les bases pour aller un peu cartographier, sentir. Et ensuite, la personne repart avec 2 hypothèses. Et il y a un temps qui se passe pour arriver à la 2e séance, où là, la personne a cheminé, s'est posé des questions. Ah, souvent, les gens, ils aiment pas, parce qu'ils viennent pour avoir une réponse. Immédiate. Mais ils comprennent après pourquoi, en fait, ce chemin, et dans mes programmes, c'est exactement ça. Souvent, les gens passent le test, puis ils me disent, quoi? On l'a qu'à la fin? Mais oui, parce que vous allez cheminer pendant 9 semaines, et vous allez vous poser des questions pendant 9 semaines. Finalement, à la fin, ils me remercient. Ils me disent, ah, bah, si j'ai vu le résultat au début. Et ça veut dire qu'il faut 9 semaines pour connaître véritablement son profil énéagramme? Alors, oui, parce que mon programme fait 9 semaines, et donc 9 semaines dans lesquelles ils vont vivre la technique des panels. Donc ils vont regarder des panels de base 8, des panels de base 9, des panels de base 1, et là ils vont dire ah ouais, là je me reconnais, ah là je me reconnais moins, ah ça me met en réactivité. Alors ça c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est peut-être là la difficulté de l'énéagramme, c'est qu'on est un peu tout. On est un peu des 9 panels dont vous parlez. Oui. Ben, l'énéagramme, il a de ça de différent des autres outils, c'est qu'il nous renseigne sur ce qui motive nos comportements plutôt que nos comportements. Et c'est vrai que du coup, ça nous ramène à aller percevoir les choses autrement. C'est pas ah bah oui, je suis plutôt comme celui-là ou comme ce qu'il dit, c'est tout le temps. Ouais, mais regarde, lui, il fait plaisir. Écoute pourquoi il fait plaisir. Puisqu'en fait, son fait plaisir, le fait plaisir du type 2 n'est pas le fait plaisir du type 9. La créativité du 4 n'est pas la créativité du 7. Ils font les choses avec des motivations qui sont différentes. Et c'est ça qu'il faut écouter dans les panels, c'est écoute ce qu'il te raconte, mais écoute pourquoi il le fait. Et la motivation est différente. La deuxième chose, c'est que oui, on est un petit peu tout, et bien entendu, quand on arrive sur Terre, on a toutes les possibilités, et c'est un petit peu comme si je suis un être humain, j'arrive et j'ai le champ des possibles ouvert. Mais la vie, elle va façonner, elle va faire que j'ai une langue maternelle. J'appartiens à une famille de personnalités. Je vais y revenir sous stress. C'est un peu comme
hop, sous stress, j'y reviens, mais je peux apprendre à faire, bien entendu, je peux apprendre à parler l'allemand, à parler l'anglais, mais vous allez voir que s'il y a un stress ou s'il se passe quelque chose, hop, on revient à sa langue maternelle. Donc, on peut complètement évoluer, transcender plein de choses. On peut apprendre à faire différemment, à communiquer différemment, à arborer la vie différemment, mais il y a toujours quelque chose qui est notre marque de fabrique, qui est notre essence. C'est pour ça que je parle de qualité essentielle. C'est notre essence, notre bois, de quel bois on est fait, quoi. Quelle est la petite musique qu'on a à l'intérieur, quelle est l'histoire qu'on se raconte. Et alors, évidemment, quand vous parlez des 9 panels, on dit panels, c'est ça? Oui, les panels, c'est des personnes de même type qui viennent se raconter. D'accord. Si on devait, en un mot ou une phrase, décrire ces 9 panels sur les traits principaux. Ah, ça, c'est Le trop 1, dur. Non, mais juste un truc. Okay. Le 1, 2, 3. Alors, 1, ça serait quoi? Quelqu'un qui est Ennéagramme 1. Ouais, mais lui, en fait, il est venu au monde avec son cadeau, c'est d'apporter l'éthique. D'accord. Et lui, en fait, on l'appelle souvent le réformateur, le perfectionniste, parce qu'il a un moteur interne de soi parfait. C'est-à-dire que c'est important pour lui que les choses soient bien faites. Donc c'est quelqu'un qui, s'il était sur ce fauteuil-là, il se tiendrait un peu plus droit peut-être. D'accord, ok. Bon. On a compris que c'était pas mon profil de base. Bon, d'accord. Le 2. Le 2, c'est celui qui est venu avec comme cadeau l'amour, le don, la générosité. D'ailleurs, si j'étais profil 2, certainement que je vous regarderais comme ça, que je vous ferais un grand sourire. Et le 2, lui, il est venu comme cadeau. Il est venu au monde avec comme cadeau la gratitude et l'amour, et il a juste envie de le donner pour qu'à votre tour vous le donniez, parce que lui, c'est un profil de lien, il a envie de donner, et son moteur interne, ça le fait plaisir. Donc vous êtes ni un ni deux. Le 3. Le 3, c'est celui qui nous enseigne qu'on peut rayonner. C'est le révélateur de potentiel. C'est celui qui dit « Yes, you can », tu vois, t'as du potentiel, vas-y, quoi, fonce. C'est l'enthousiasme, c'est le rayonnant. Et c'est celui qu'on appelle souvent le performeur, le battant ou le comédien. Mais il y a des similitudes avec la numérologie. Alors, un 3, par exemple, je ne connais pas grand-chose non plus, mais je sais qu'un 3, par exemple, c'est un communicant. C'est la communication, c'est celui qui propage, il y a quelques similitudes peut-être. Je vais vous révéler quelque chose. Moi, j'ai beaucoup fait d'échanges avec des personnes qui formaient à la PCM, qui formaient au DIS, qui formaient au MBTI, parce que je voulais comprendre s'il y avait des grandes tendances sous-jacentes sous tous ces outils. Et donc, quand je me suis formée à la PNL, quand j'ai entendu parler des lois spirituelles du succès, quand j'entends parler des accords Toltec, quand j'entends parler des outils psychométriques, en fait, ils sont tous tendus par les mêmes choses. Et c'est ça qui est assez incroyable. C'est-à-dire que le disque, quelqu'un qui est très très jaune dans le disque, qui est très très jaune dans l'outil ProcessCom, ou quelqu'un qui est type 3 dans l'énéagramme, ou la numérologie, bizarrement, il y a des grandes corrélations. Alors, il y a aussi des gens qui sont en tensionnalité, hein. On peut être, c'est ce que j'ai entendu, un de mes profs est passé sur votre plateau, puis il disait, il y a des profils qui vont vivre une tensionnalité, hein. On peut être un profil 3 en étant très introverti. Ça arrive, mais c'est beaucoup plus rare. Et donc, effectivement, souvent, on retrouve des grandes tendances. Des liens entre les outils. C'est ça qui est magique. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Ce qui fait que la complémentarité, celui qui maîtrise un petit peu ces outils, on peut pas tous les maîtriser, mais en tout cas, celui qui maîtrise, c'est extraordinaire. Mais finalement, en fait, c'est à quoi ils me servent ces outils? Puisque moi, ce qui m'est tombé dessus, c'est l'énéagramme, mais tous les autres outils me passionnent autant. C'est tout d'un coup mettre de la lumière dans les yeux d'une personne en lui disant, regarde, parce que souvent les gens, c'est, oh, mais je suis pas tout seul. Il y a d'autres gens qui fonctionnent comme moi. Et en fait, j'existe. Il y a des écrits qui décrivent comment je fonctionne. Et il y a et souvent, c'est, mais on peut changer, on peut se transformer. Oui, oui, c'est le but. On peut évoluer. Plutôt, on peut évoluer, on peut changer. On n'est pas enfermé dans un profil. C'est pas enfermant. L'idée, c'est juste que de dépeindre la case dans laquelle vous vous êtes enfermé pour plein de bonnes raisons. J'enlève les lunettes et je me regarde. Tu regardes le monde au travers de cette paire de lunettes. Regarde ce que ça engendre. Mais tu peux aussi décider de mettre d'autres paires de lunettes et regarde toutes les paires de lunettes qui existent. Et vois ce que ça change, en fait, dans l'histoire que tu te racontes, selon la paire de lunettes que tu mets sur les yeux. Et on le voyait tous les deux, on discutait tout à l'heure, quand vous me parliez de comment vous avez mis en place le studio, finalement, ça dit beaucoup de choses sur vous. Que moi, effectivement, je pense que si j'avais raconté cette histoire, je l'aurais racontée complètement différemment. Ouais, parce que on filtre pas la réalité de la même manière. Profil 4. Le profil 4. Alors lui, dans l'énéagramme, c'est celui qui a comme cadeau la beauté et l'esthétisme, c'est-à-dire qui va percevoir la réalité
au travers de ce qui est authentique. C'est un très très grand émotionnel qui est très sensible et il est sensible à la beauté, à ce qui est pas banal, à ce qui est différent. Et finalement, lui, alors moi je l'envie un petit peu ce profil-là parce que la légende raconte qu'il expérimente une palette émotionnelle beaucoup plus riche que la plupart des autres profils. Et justement, lui c'est quelqu'un qui va être sensible à toutes ses émotions, qui va s'accompagner dans toutes les émotions qu'il vit et il va vraiment les vivre. Et du coup, il a beaucoup de leçons à donner à plein d'autres profils qui justement vont peut-être avoir de la difficulté. Mais vivre ces émotions-là, c'est aussi une souffrance parfois. Oui. Parce qu'il va aller les chercher très très loin et ça plonge oui. de temps en temps. Donc il y a des choses émotionnelles comme ça qui sont puissantes. Le 5. Le 5, lui, son cadeau, il amène au monde le cadeau de la clarté. C'est celui qu'on appelle l'expert, l'observateur, celui qui est souvent en retrait et qui va finalement... vous savez, c'est souvent ces personnes qui vont avoir synthétisé des informations très complexes en les rendant très accessibles. La pédagogie ? Ben oui, très bon pédagogue, très bon, ça peut être conférencier ou prof. C'est souvent des experts dans un domaine, des gens qui, quand ils parlent et quand ils vont vous parler d'un sujet, c'est qu'ils le maîtrisent vraiment. Et souvent des gens qui vont avoir un tempo plus lent, plus en retrait. Plus posé ? Plus posé. Ouais. Clairement, on sent à mon débit que je suis pas dans ce profil-là. Alors, pas 1, pas 2, pas 3, pas 5. Ah, peut-être 3, peut-être. Bon. Le 6. Le 6, alors on l'appelle dans l'énéagramme, ça peut être la sentinelle, ça peut être le loyal sceptique, il a plein de petits noms, le gardien. C'est celui qui nous enseigne, alors il a un talent, je dis bien un talent, s'il y en a qui nous écoutent et qui se reconnaissent là-dedans, c'est l'intuition, sauf que lui, il l'écoute pas, parce qu'en fait, il a un mental tellement présent qu'il se dit, c'est pas trop rationnel cette histoire, donc je vais pas l'écouter, mais alors il a un 6e sens de dingue, 6e sens, 6. Et il a vraiment une très très bonne intuition. C'est celui qui va justement nous enseigner. C'est quelqu'un d'extrêmement loyal. C'est une personne qui va filtrer la réalité au travers des potentiels dangers. Donc on a besoin de ces gens-là parce que c'est aussi des lanceurs d'alerte. C'est celui qui va dire t'as pensé à ça et au cas où. Et donc, c'est souvent celui qu'on va trouver pessimiste, mais lui va dire non, je suis réaliste. Je vois les choses telles qu'elles sont. Il va se poser beaucoup de questions, il va poser beaucoup de questions. Et donc, effectivement, c'est des personnes, je dis tout le temps, quand vous avez quelqu'un comme ça dans un projet, c'est génial parce qu'il va certainement mettre sur le doigt sur quelque chose auquel vous n'avez pas pensé, qui pourrait potentiellement mal tourner et il va souvent vous faire gagner du temps. Mais on a tous un peu de ce profil, hein, quand même. Ah ouais? Ouais, quand même. Mais oui, on a tous, en fait, on a tous de tout. Mais tout dépend de la motivation qu'il y a derrière le profil. Bien sûr. Par exemple, je parlais des visions du monde. Hier, j'étais à la salle de sport et il y a quelqu'un qui dit, pour moi, elle dit, la sécurité, c'est la liberté. Et en fait, tout d'un coup, j'ai levé la tête de mon sac de sport et je me suis dit, waouh! En une phrase, elle avait résumé sa vision du monde. La sécurité, c'est la liberté. Et je me suis dit, c'est marrant, comment moi je vois le monde? Et en fait, c'est complètement l'inverse. Et je me suis dit, j'aurais aimé avoir l'audace d'aller la voir et de la questionner sur qu'est-ce qui a construit sa vision du monde, qu'est-ce qui, dans son histoire, a créé le fait qu'elle se raconte ça. Et du coup, ça engendre tout un tas, effectivement, de comportements. On a tous tout en nous. Mais en tout cas, quand je l'ai entendu, ça m'a interpellée. Et donc, elle serait? Je me suis dit, si elle parle de sécurité, il se peut qu'elle se retrouve dans une coloration plutôt 6. C'est possible. 7. Le 7 dans l'énéagramme, c'est le jouisseur, c'est le joueur. Lui, il est venu, son cadeau, c'est de nous apporter la joie et la positivité. C'est celui qui dit, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Ouais. Lui, c'est un grand enfant. C'est celui qui va s'amuser de la vie. Vous savez, ceux qui disent, la vie, elle sera jamais assez longue pour que je fasse toutes les expérimentations que j'ai envie de faire. Et donc, effectivement, on est sur quelqu'un qui va beaucoup papillonner, profiter de la vie, s'éclater, prendre les opportunités, trouver que les choses, elles sont super, qu'elles sont géniales. Waouh. Gros contraste avec le 6, pour le coup, qui lui est plutôt un pessimiste réaliste, mais... Pessimiste réaliste et en même temps, souvent, moi, ce que j'ai remarqué quand j'ai vu les biographies des humoristes, beaucoup d'humoristes sont en bassiste. Pourquoi? Parce qu'ils vont repérer les incohérences du monde et les tourner en humour. Ce sont des gens qui ont énormément d'humour, les bassistes, on le dit pas assez. Et par exemple, je sais pas, moi, alors, ce sont des suppositions, mais par exemple, si on prend Jérémy Ferrari, Florence Foresti, Blanche Gardin, tous disent, ou Gad Elmaleh, que ce sont des grands anxieux et ils ont trouvé l'humour comme moyen de justement d'exprimer toutes ces incohérences qu'ils percevaient dans le monde. Ils passent beaucoup de temps à observer les choses.
Mais quand on voit les émissions, quand ils parlent, on peut le voir, pas quand ils sont sur scène, mais quand ils donnent des interviews, où on sent qu'il y a vraiment de la sincérité. Et c'est pas d'ailleurs, on les appelle parfois les clowns tristes. Oui. C'est pas nécessairement les gens les plus drôles dans la vie. Exactement. Dans l'absolu. Ouais. Parce qu'ils ont cette part de réalisme. Parce que souvent on dit les bassettes c'est ceux qui sont le plus drôles ou qui sont humoristes, et en fait pas forcément. On peut en avoir dans toutes les bases, mais c'est vrai que j'ai repéré pas mal de gens plutôt bassistes, humoristes. 8. Le 8. Alors la base 8 dans l'énéagramme, c'est celui qui est le rock, l'indépendant, le leader, le chef. Et finalement, lui, il nous amène comme cadeau cette force, c'est-à-dire que, par exemple, un magnifique film qui illustre la base 8, c'est Simone Veil. Elle est au Sénat et elle dit « J'ai survécu à pire que vous ne me faites pas peur ». Et elle est ancrée, c'est un profil qui est très ancré, qui est droit dans ses bottes, il dit ce qu'il pense ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Et c'est quelqu'un qui est assez binaire, quoi. Soit c'est oui, soit c'est non, soit ça avance pas. Et lui, son cadeau, c'est clairement la clarté, quoi. Et à un moment donné, si t'as un truc à me dire, tu me le dis. Parce que moi, si j'ai un truc à dire, je vais te le dire. Donc, on est sur un profil qui est extrêmement tranché, qui est très protecteur aussi. Alors moi, je dis souvent en formation, ça leur plaît pas aux base 8 quand je dis ça. C'est, vous savez, les petits chocolats. On a le droit de dire les marques ou pas ? Bien sûr, les petits chocolats mon chéri. C'est la carapace de chocolat toute dure avec la petite cerise toute molle au milieu. Ou le petit ourson en guimauve. Je vois très très bien. Et la dernière ? La base 9. 9. Alors lui, il surplombe le cercle de l'énéagramme et justement, il relie. Puisqu'en fait, lui, il est venu avec comme cadeau la reliance, l'union. C'est-à-dire que c'est le conciliant, c'est l'affable, c'est le médiateur, c'est le facile à vivre. C'est celui qui va sentir dans chacune des personnes qui est autour de la table à quel point il est relié à chacun d'entre eux. Et justement, en fait, son défi dans la vie, c'est de se positionner, puisque se positionner, c'est du coup une rupture de l'harmonie. Et il va passer sa vie à ramener de la sérénité, à ramener de l'harmonie. Et c'est quelqu'un qui paraît souvent très calme, très posé, qui laisse des blancs, des pauses, qui est très apaisant, mais il vous dit qu'à l'intérieur de lui... Vous n'êtes pas 9. Non. À l'intérieur de lui, il vous dit « Mais t'as pas idée de la tempête que c'est !» Et c'est intéressant parce que justement, quand on fait des formations, c'est là où les gens... Moi, je dis tout le temps, une formation, elle est réussie quand vous sortez de la formation en disant « Oh là là, ce que j'ai découvert, mais maintenant que je connais les coulisses de ce profil-là, ça va tout changer dans ma manière de lui parler, dans ma manière d'interagir avec lui, en tant que parent, en tant que conjoint. » Et moi, ça peut me foutre les larmes, des gens qui me disent « Mais en fait, finalement, les bases 8, ils me faisaient peur. » Ou les bases 3, moi, je pensais qu'ils étaient comme ci. Ou les bases 9, en fait, mais je savais pas qu'ils avaient autant de mal à se positionner. Et d'entendre et de voir les coulisses. Et moi, j'aimerais bien qu'on ait un super pouvoir. D'ailleurs, peut-être qu'avec la technologie, on l'aurait un jour, qu'on puisse rencontrer quelqu'un en pouvant percevoir, en fait, ce qu'il y a dans les coulisses, son histoire. Quelle est l'histoire qui se raconte? Quelles sont ses croyances? Comment il perçoit le monde? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui il en est là et que on a ce type d'interaction et que ça bloque, qu'on n'arrive pas à s'entendre et à se rencontrer sur nos différences? Mais on a le sentiment même parfois que c'est plus intéressant d'étudier l'énéagramme ou de connaître le profil de l'autre plus que de son profil à soi. Eh ben bizarrement, effectivement, 2/3 des personnes qui viennent à moi me disent « J'ai envie de découvrir l'énéagramme pour comprendre mon environnement. » Exactement. Il faut revenir à l'origine. L'énéagramme, c'est un outil de connaissance de soi. Et si je me connais, et si je prends conscience de la paire de lunettes déformantes qui me fait percevoir les choses telles qu'elles sont, de facto, en fait, ça va changer les choses, puisqu'en fait, je ne peux agir que sur mes 50% à moi, qui dépendent de moi. Je peux pas changer l'autre. Je peux, si je le comprends mieux, les gens me disent tout le temps « Ah, mais comment on communique avec un 8 ?» C'est pas comment on communique avec un 8. C'est qu'est-ce que ça te dit de toi, le fait que tu aies du mal à communiquer avec le 8. Qu'est-ce qui te renvoie, en fait. Ok. Et c'est surtout ça, c'est que si on communique tous les deux et que tout d'un coup vous dites « Oh là là, elle m'est insupportable, elle parle trop vite », qu'est-ce que ça dit de moi, en fait, le fait qu'elle parle trop vite ou qu'elle soit comme ci, qu'elle soit comme ça. C'est-à-dire que la remise en question, elle vient de soi, d'abord. Ah ben complètement. Si je veux arriver sur la zone de 50%, il va falloir que je m'exprime en « je », en disant « Je me sens comme ça quand je suis en ta présence ». Et du coup, il y a un moment donné, si on veut arriver sur cette zone de négociation, il faut à un moment donné qu'on ait conscience de comment on fonctionne. Et même en tant que coach, en tant que thérapeute, quand les gens viennent me voir en mode « je veux apprendre l'énéagramme pour typer
mes clients ou mes patients, je dis pas, d'abord, on le fait pour soi. D'abord, tu vas découvrir comment tu fonctionnes. De quel bois t'es fait, quelle est ta qualité essentielle, quels sont tes potentiels. Tu vas apprendre à te découvrir et après, en fait, tu vas voir l'infinie possibilité. Mais d'abord, il faut que tu l'expérimentes, que tu fasses descendre ça dans. Et pareil, quand je me suis formée à la PNL, je suis pas venue apprendre un outil pour l'utiliser. Je suis d'abord venue l'expérimenter sur moi et voir ce que ça changeait et les effets et à quel point c'était tellement pertinent. Mais je pense qu'il y a beaucoup de coachs, de thérapeutes qui sont dans l'exercice inverse, qui veulent se former à une méthode, une pratique, une expertise, pour pouvoir soit le pratiquer avec leur clientèle, leur patientèle et autres, et pas nécessairement le travailler d'abord sur eux-mêmes. Oui, et c'est pour ça que je me refuse à former à l'énéagramme, dans le sens faire une conférence de 2 jours sur l'énéagramme. Pourquoi ? Puisqu'en fait, je vais le raconter au travers de ma propre énergie, avec mes mots. Même si on la travaille, cette neutralité, en formation, il y aura toujours quelque chose qui va manquer de neutralité. C'est pour ça que les panels, c'est intéressant. C'est, vous venez en formation, vous allez découvrir des 8 qui vous parlent de la base 8. Avec leur énergie. Ils sont assis d'une certaine manière, ils utilisent un vocabulaire, ils ont, dans leur corps, il se passe déjà quelque chose dans leur énergie. Puis les 9 vont vous parler de ce que c'est que la base 9. Puis déjà même en opposition, quand les panels vont se suivre, vous allez voir que il se passe pas la même chose. Leur manière de s'asseoir, leur manière d'arriver, leur manière de s'adresser à vous, de vous regarder, de pas vous regarder, d'être fuyant, d'être direct, le mouvement. Et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de pouvoir utiliser la technique des panels qui s'appelle la tradition orale dans l'énéagramme, puisque du coup, on a du pur jus. Et les gens qui me disent je me forme avec des bouquins, je me dis c'est tellement triste parce que c'est de la 2D, ça manque de matière. On parle d'humain. De réalisme, bien sûr. Ça manque trop. Et puis surtout, les bouquins, encore une fois, ont été écrits par des personnes différentes. Et oui. Et donc, ça manque de neutralité à nouveau. Et puis c'est plat. Et puis un mot, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ce mot. Disons que c'est une base de travail. Et que, évidemment, la formation reste la meilleure manière d'appréhender cette expertise. Selon moi, oui. Ouais. Et donc, vous parliez d'éthique. Là aussi, il y a une éthique bien spécifique. On l'a évoqué tout à l'heure. Et il y a cette retenue. Je comprends mieux maintenant pourquoi je me suis retrouvé 2-3 fois dans différents déjeuners ou dîners avec des gens qui parlaient d'énéagramme, sujet que je maîtrise pas du tout. Et personne n'osait affirmer ou n'osait dire tiens, toi, tu dois être comme ci ou comme ça. C'est assez étonnant. Oui. En fait, moi, je vois bien que mes stagiaires, ils me détestent le premier jour. Mais parce que ils ont passé le test et ils me disent mais évidemment, les gens veulent des réponses. Mais en plus, il est long le test. Alors non, le test alors il y a un seul test validé scientifiquement, c'est celui de Jacques Prémont et Philippe Alain. Notamment, il est venu ici et il a 27 questions. C'est ça. Mais le test ne dispense jamais le coach de poser des questions à la personne. C'est pas un test que vous le passez et vous avez le résultat. Et ça veut dire qu'il peut y avoir un grand écart entre le test et en fin de compte l'analyse et l'expertise approfondie? C'est rare, mais ça peut arriver. Et ça, c'est important puisqu'en fait, par exemple, une femme enceinte, on lui fait pas passer le test. Une femme qui vient d'être maman, ça peut biaiser le test. On vient de vivre un gros traumatisme, ça peut biaiser le test. Si on a, je sais pas, moi, on est très fort, TDAH ou trouble autistique, c'est important de le savoir. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, l'idée, c'est toujours poser des questions, sentir l'énergie. On sait pas dans quelle disposition. J'ai une cliente l'autre jour qui me dit j'ai passé le test en voiture en allant chercher mes enfants à l'arrache. Bon, voilà, on a la réponse sur les résultats. Et du coup, tout ça pour dire que oui, la plupart des gens, en fait, ont envie d'avoir des réponses. Et à la fin, quand ils ont fait tout le cheminement du programme, qu'ils ont écouté tous les panels et qu'ils se sont posés des questions, qui sont observés dans leur quotidien, à la fin, ils disent mais je comprends. Bah oui, parce que ça prend du temps. En fait, dans notre société, on a envie que les choses, elles aillent vite et c'est normal. Et moi, bien la sûr, première, bien sûr. Moi, la première, du coup, on me l'a révélé, mon type, tout de suite. Et en l'occurrence, c'était très dur. Il était bon ou pas? Ouais. C'était exactement ça. Mais c'était très dur, justement, après, d'arriver en formation et de me dire dans quelle mesure je suis pas comment on dit, je me conforte pas dans ce qu'on m'a dit. Et de revenir à une neutralité, de me dire, ok, ce que je ne sais, c'est que je ne sais rien. J'ai eu un temps comme ça qui était compliqué. C'est pour ça que je veux pas faire vivre ça aux autres. Je préfère que ce soit une découverte. Alors, et là où c'est intéressant, et au fur et à mesure, et on voit l'énergie que vous avez, on voit la dextérité de parole que vous avez, et on voit, et on va comprendre aussi, la dimension artistique que vous avez.
Padam, pam, mettez-la dans une case. Elle doit... En plus, elle a dit, hein, pas 1, pas 2, pas 3, pas 9. Voilà, pas 7, je crois. Il doit y avoir un 6 ou un 8 ou un... Bon, bref. Bon. On n'a pas le droit de révéler, mais... Ah, mais moi, je peux parler de mon type. Hein. Oui, moi, je suis type 7 Enneagramme. Ah, 7, ouais, donc c'est ça. Ouais. Ok. Et donc, c'est pour ça que j'adore jouer Alors, avec la vie. Alors, jouer avec la vie, exactement. Oui, d'une manière artistique et le théâtre. C'est-à-dire que vous décidez aujourd'hui de jumeler les deux? Oui. En fait, quand je suis arrivée dans le monde de l'énéagramme, je peux dire un gros mot, j'ai trouvé ça chiant. J'ai trouvé ça chiant. Et en fait, les gens disaient « Ah, j'ai ouvert un bouquin, c'était trop compliqué, je l'ai fermé. » Et je me suis dit « Ah, mais c'est trop dommage. » Et pendant longtemps, en fait, quand je voulais communiquer sur l'énéagramme, je me disais « Mais en fait, c'est chiant, c'est compliqué. » Parce que les mots sont compliqués, les termes sont compliqués. Et en fait, je me suis dit « Attends, le but d'un outil comme ça, c'est que les gens apprennent à mieux se connaître. Mais que tout le monde apprenne à mieux se connaître. C'est-à-dire que mon neveu de 4 ans ou ma grand-mère doivent être capables de comprendre de quoi je parle quand je parle des dynamiques de personnalité. Et je me réveille un matin. Et là, je vais sur un site et je commande 9 bonnets de couleur. Je sais pas ce que je vais faire avec. Et je les reçois et je me les mets sur la tête et je décide de me filmer et d'improviser, de partir en cacahuète. Et en fait, je sors une première vidéo où je mets en scène les profils avec des phrases que j'ai entendues. Et là, ça a fait comme un tilt en mode, OK, en fait, c'est ça l'idée, c'est que j'arrive à communiquer et que n'importe qui regarde une vidéo et comprenne déjà qu'on ne filtre pas la réalité de la même manière et qu'on a tous une énergie, tous une manière de parler, que les gens se reconnaissent en rigolant, en disant « Ah oui, ça c'est moi » ou « ça c'est tellement machin ». plus léger. Parce que moi, j'ai découvert l'énéagramme avec une dame qui s'appelait Agnès Nolot à Annecy, qui faisait des spectacles humoristiques. Et elle est, oh nom d'un chien, l'audace qu'elle avait. Elle montait sur scène et elle faisait des caricatures. Et elle avait l'audace de le faire parce que aussi, elle avait un argument d'autorité qui était son bagage. Ça faisait 40 ans qu'elle formait, donc elle pouvait se permettre d'aller dans la caricature parce que derrière, elle avait cette finesse. Et elle avait les gens en formation, donc elle avait cette finesse. Donc finalement, elle avait cette autorisation. Et le public lui donnait cette autorisation. Et alors, c'était à mourir de rire. Et je m'étais dit que j'avais 19 ans, mais moi, un jour, je veux faire ça, quoi. Faire rigoler les gens en amenant quelque chose de pédagogique, un éveil, une réflexion, et que les gens sortent en disant oh, « Ah ouais, je crois que je suis comme ça ». Et même si ça reste juste là, ça s'arrête à 10 minutes après le spectacle de débat avec madame, monsieur, les enfants, mais juste d'avoir une prise de conscience sur le fait qu'on fonctionne de manière différente. Donc, cette dimension artistique, où vous en êtes? Est-ce que la pièce de théâtre existe? Est-ce que vous allez jouer là prochainement? Où on en est? Alors là, je me suis connectée à un metteur en scène. Je lui ai dit voilà, j'aimerais vraiment faire une pièce de théâtre en lien avec l'énéagramme pour mettre en scène les 9 dynamiques de personnalité. L'idée n'étant pas de faire ni une conférence, ni une pièce de théâtre, ni on est encore en train de décider de comment ça va s'appeler, mais en tout cas, l'idée c'est 9 profils et une appli. Donc c'est des employés d'une entreprise qui se rendent au salon du Connais-toi toi-même. Et qui ont la pression de la direction pour faire marcher une application qui fonctionne avec en toile de fond l'énéagramme. Et avec cette application, ils peuvent scanner les personnalités, changer les personnalités, et etc., etc. Donc, vont se poser des questions évidemment éthiques de l'énéagramme, de comment on utilise ça, et ce qui est très drôle, c'est que évidemment tous les profils vont être mis sous pression, ce qui va révéler évidemment l'essence de chacune de leurs personnalités. Et donc évidemment, le public va être pris à partie et va participer avec nous à cette grande expérience. Donc, la pièce va certainement s'appeler 9 profils et une appli, joyeux bordel. C'est génial. Et l'application, on est obligé parce qu'aujourd'hui, de toute façon, avec les langues sont en train de prendre les choses, on s'est dit, il faut absolument qu'on parle de ça aussi, qu'on mette ça dans notre pièce de théâtre. Donc, on sera 3 sur scène. La date à laquelle on va la jouer, je ne sais pas encore. Pour l'instant, on est sur on finalise l'écriture. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur votre page index autour, juste en bas de cette vidéo, il y a un lien qui s'appelle Mon Actualité et qui permet effectivement de mettre le lien, les réservations. Et nous, on va en reparler dans cette émission parce que je trouve que voilà, j'aime bien l'énergie que vous avez et je trouve que vous avez une expertise très spécifique. Et au-delà de cet outil extraordinaire, l'énéagramme, qui permet cette reconnexion à soi et ce travail d'introspection, je trouve que la pédagogie que vous amenez est assez singulière, assez unique. En fait,
moi, je remercierai jamais assez les personnes qui m'ont formée de manière très conventionnelle Ouais. et très différente, et j'ai adoré. Ce qui vous a permis de maîtriser l'outil. Mais j'ai adoré, et pour rien au monde, j'aimerais changer ça. Sauf que moi, je me suis dit, si je veux m'éclater, moi, je ne peux être bonne que si je m'éclate et s'il y a du plaisir et s'il y a de l'interaction. Bien sûr. Et donc, je me suis dit, mais il faut absolument que je trouve un moyen de créer un programme ou quelque chose dans lequel j'arrive à être dans mon excellence. Et je Bien me suis sûr. dit, ben, en jouant, en fait. Et c'est ça. En jouant, en amenant l'humour, en amenant de la légèreté, et tout en respectant le fait que les gens sont là pour apprendre à se connaître. L'idée, c'est pas de faire le show, de faire un spectacle, En ou tout d'être là cas, juste pour se à marrer. l'issue de cette prestation scénique, on doit se connaître. Oui. Au travers des diagrammes, Bien au sûr. travers des profils. Et on n'a pas besoin d'aller dans le mal et que ça soit dans le dur et de maîtriser un jargon compliqué. Je me suis dit, en fait, le but, c'est juste que les gens mettent des mots sur ce qu'ils vivent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les 9 profils qu'on a évoqués tout à l'heure, à chaque fois, vous avez commencé en disant le cadeau qu'il propose. Oui. Il y a que les cadeaux que l'on propose? Il n'y a pas la face obscure de Si, chaque... bien Ah sûr. si, quand même, il y a ça. Si, bien sûr. Mais quand on fait une matrice de l'identité, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui me limite, qu'est-ce que j'ai dans mon ombre, qu'est-ce que je fuis, qu'est-ce qui me... Okay. Et souvent, on a la réponse. Quelles sont les personnes avec qui j'ai le plus de mal ou qui me mettent le plus en réactivité? Bon, très souvent, on est sur une part d'ombre. Et c'est hyper intéressant parce que c'est Carl Gustav Jung qui en parle, et moi, j'adore ses travaux. Et effectivement, c'est extrêmement pertinent d'aller voir ça parce que c'est toujours qu'est-ce que ça dit de moi? Bien sûr. De revenir à soi. Bien sûr. Donc pour terminer, donc il y a la pièce de théâtre et c'est le côté évidemment la petite cerise sur le gâteau. Qui peut vous consulter? Particuliers, professionnels, les entreprises, les équipes, les managers, j'imagine. Ouais. Bah, j'ai travaillé 15 ans dans les ressources humaines à Genève, et Dieu sait que si j'avais... si vous aviez eu cet outil... Mais je l'avais, mais en toile de fond. Et je l'avais en toile de fond, et je l'utilisais pour les feedbacks, pour manager, etc. Mais là, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris, avec l'expertise que j'ai acquise, notamment avec les outils de la PNL, de cohésion d'équipe, je me suis dit, si j'avais eu ça en tant que manager. Et là, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager. En fait, c'est exactement le message que j'ai envie de passer. C'est, si vous êtes dirigeant d'entreprise, si vous êtes manager, si vous travaillez même dans une équipe, le problème, c'est un problème de communication. Donc, c'est juste un problème de voir aussi. Et ce matin, dans le train, je me suis dit, mais nom d'un chien, si on commençait juste un séminaire de cohésion d'équipe avec qu'est-ce que j'admire chez toi? Qu'est-ce que j'apprécie chez toi? Qu'est-ce que je vois de toi? Parce que souvent, quand on communique, c'est pour les reproches, ou on est dans le stress, ou on est sur des trucs très fonctionnels. Et on oublie que c'est dans le relationnel, et les marques de considération, l'écoute active, écouter pour comprendre plutôt qu'écouter pour répondre ou pour surenchérir. Et en fait, il y a des basiques de communication au-delà des profils de personnalité qui sont de la finesse et de la subtilité. Mais il y a des basiques de communication où aujourd'hui, moi, je m'éclate quand je vais en entreprise avec ça. Et Dieu sait que j'aurais adoré avoir les outils que j'ai là aujourd'hui, et ça aurait tout changé. Ça aurait vraiment tout changé. Sans doute. Et donc, je suis super excitée quand il y a un dirigeant qui m'appelle en me disant « Oh, on a des problèmes de communication. Super génial, attendez !» Bien sûr. Et que ce soit avec l'énéagramme, la PNL, ou peu importe, cohésion équipe, l'idée, c'est de venir d'écouter le dirigeant sur sa problématique et d'entendre « Ok, si c'était mieux, ce serait comment? Si c'était différent, qu'est-ce que tu aimerais vivre de différent dans ton équipe ?» C'est pas tant... parce que les problématiques restent souvent les mêmes. C'est un problème d'écoute au sein de l'équipe. Donc aujourd'hui, les gens qui peuvent me consulter, c'est souvent des particuliers pour les programmes à se découvrir avec l'énéagramme, ou pour faire un bilan de personnalité, ou évidemment les entreprises pour la cohésion d'équipe et pour des ateliers autour de la communication. Et quand il y a des points stratégiques dans une entreprise, des postes stratégiques, c'est extraordinaire de connaître justement les profils de chacun, ce qui permettra ensuite de pouvoir structurer l'équipe dans les meilleures conditions, quoi. Bien Parce entendu. que associer 2 personnes dans une équipe qui ont un problème de communication, c'est un problème pour le coup. Mais c'est souvent pas tant un problème de communication, mais un problème d'écoute. Oui, d'écoute. Mais oui. Et moi, ça me rend super triste parce que je me dis, mais le nombre de gens qui sont malheureux en entreprise, tout ça parce que non seulement ils se connaissent pas, mais ils ont du mal à exprimer leurs besoins. Parce que souvent, mais même en couple, on va dire, tu peux arrêter avec ton bruit. Mais mon besoin, c'est mon besoin de silence. Ou est-ce que tu peux arrêter avec ça, ou de faire des reproches? Et en fait, quand on fait un reproche, c'est juste un besoin qui est pas exprimé. Et juste de reconsidérer les choses et de remettre des basiques, de donner des basiques aux gens juste pour
et les écouter sur ben voilà ce qui les motive à aller au travail, leurs valeurs individuelles, et puis comment on fait une synergie et on synchronise tout ça pour arriver à une mayonnaise qui monte bien. C'est extrêmement puissant. C'est génial. C'est vraiment extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup. Bravo. Et merci de nous apporter cette expertise-là. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour entrer en contact avec vous. On attend avec impatience la pièce. Parce que ça, je pense que, en plus, le titre est suffisamment éloquent. Je trouve que c'est bien déposé tout ça. Oui. Hein, ça va être fait. Ça va être fait. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est important. Et puis, je trouve que c'est un outil. Et on peut pas le faire pour s'amuser. De faire quoi? L'énéagramme. C'est-à-dire, à quoi vous faites référence quand vous dites le faire pour s'amuser? Pour s'amuser, c'est-à-dire que le faire comme ça en dilettante. Si on le fait à fond. Ouais. Bon, de toute façon, souvent, les gens qui mettent le doigt dedans, ils deviennent souvent, ils s'intéressent beaucoup et c'est passionnant parce que c'est complexe. Oui, bien sûr. Et ça demande effectivement, une fois qu'on a mis le doigt dedans, de s'y intéresser parce que il y a 9 profils de personnalité, il y a 3 sous-types, il y a les ailes, il y a les flèches. Je vais comparer ça, c'est un petit peu comme lire l'horoscope dans Télérama et dire ok, je suis Bélier et aujourd'hui il faut que je fasse attention à mon voisin et faire son thème astral. Ouais, bien sûr. Et une fois qu'on est avec quelqu'un qui nous parle de son thème astral, de Pluton en Bélier, en Saturne, on se dit ah purée, mais bien sûr, c'est beaucoup plus riche que ça. Bien sûr. Bonne route. Merci. Merci et on vous tient au courant pour l'actualité de Cécile Flora-Lefebvre, mais il va y avoir de l'actualité. Merci à tous, on se retrouve très vite pour un prochain Profil Index. Salut.